Bonjour. Il y a des mots comme ça qui apparaissent un jour et se répandent de lèvre en lèvre sans qu'on sache véritablement d'où est parti le virus. Le mot procrastination fait partie de ces éléments probablement prononcés un jour à la télévision par une personne qui cherchait le mot juste et n'a trouvé pour ça qu'un mot tellement confidentiel qu'on l'entend prononcer aujourd'hui par des gens qui croient savoir ce qu'il signifie et qui se trompent du tout au tout. Reste que la procrastination est devenue un motif de consultation en psychothérapie. Alors, je ne parle pas de la petite procrastination de l'adolescent qui se dit qu'il fera son lit demain ou sa dissertation la veille du jour où il doit la rendre. Non, ça ce sont des péchés véniels lorsque la répétition ne vient pas structurer la chose. Non, je parle de la grosse, de la lourde, de la procrastination qui gêne, qui handicape, qui limite, qui ruine une vie tout entière. Je parle de cette procrastination qui fait remettre à toujours plus tard des actes qui permettraient à l'individu d'évoluer, de grandir, de construire. Je parle de cette procrastination qui laisse l'individu pétrifié, statufié, en vie, et pourtant dans l'absence de tout mouvement. Alors si vous suivez un petit peu les séquences audio et vidéo de ce site, vous m'avez déjà entendu à plusieurs reprises souligner l'inutilité qu'il y a à vouloir plaquer une explication générique sur un symptôme, quel qu'il soit. La procrastination n'échappe pas à cette règle. Elle est d'une utilité spécifique à chaque individu. Elle répond à un besoin tout à fait personnel. Que le patient ait peur de l'échec ou au contraire de la réussite, qu'il ait besoin de contrôler son environnement ou que sais-je encore, quelle que soit la raison apparente qui le pousse à la procrastination, au bout du compte, il doit comprendre la raison d'être économique de son symptôme, ce qui a fait se constituer celui-ci en tant que défense contre l'angoisse. Et c'est cette angoisse qu'on doit pouvoir trouver à mettre en mots. Quelle est-elle? Où est son origine? Dans quel manque de paroles est-ce qu'elle s'enracine? Et là, un vaste éventail de possibilités s'ouvre à la réflexion du patient. Il peut évoquer l'emprise, la séduction, l'influence, l'identification sexuelle, les relations oedipiennes, la culpabilité, c'est ce travail de verbalisation, de ponçage, de découvrement qui aidera peu à peu le patient à faire la part du réel et celle du fantasme, à choisir de quitter un jour l'illusion, à s'inscrire dans le réel et à retrouver le goût du mouvement. Dans mon expérience personnelle, avec le recul de nombreuses années et en dehors de toute considération partisane, je peux partager ce constat. Une approche en hypnose purement symptomatique et comportementale est très rarement couronnée de succès. Elle apporte parfois un semblant de mise en mouvement qui est le fruit d'un effort qui coûte tellement sur le plan économique que le patient retombe rapidement dans la procrastination. C'est l'approche analytique, quelle qu'elle soit, qu'elle s'appuie sur l'hypnose ou qu'elle soit plus traditionnelle, c'est l'approche analytique qui permet vraiment d'obtenir les meilleurs résultats. Alors bien sûr, ces résultats vont mettre du temps à se manifester. Le travail du patient sera souvent plus difficile, plus ingrat, mais au bout du compte, le changement obtenu sera plus évident et plus durable. À bientôt.